Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 7 décembre 2022. Ce matin, lors de notre discussion matinale, Fabienne me mettait en garde contre cet accès de pessimisme qui semble être le mien depuis déjà quelques mois. Et elle me rappelait que nous tenions échoppe, que nous faisions le commerce des idées et que nous ne pouvions pas, d'une certaine manière, nous abandonner au découragement, que nous devions tenir la place forte, que nous devions tenir le fort, que nous ne pouvions pas nous abandonner au désespoir, au chagrin, ne pas succomber devant les difficultés. Même si les temps nous paraissent, me semblent, très incertains, il ne fallait pas que je m'abandonne au doute et qu'il fallait offrir aux gens qui fréquentent la librairie un espace de liberté, un espace de poésie, un espace d'espérance, d'une certaine manière. Et même si de gros nuages s'amoncelent à l'horizon, il ne fallait pas céder à la tentation du désespoir et encore moins à l'amertume. Alors elle m'a un peu recadré, je dirais. Elle m'a si bien recadré que j'ai recours à mes armes habituelles, que sont la poésie. Alors la librairie, évidemment, j'offre sans arrêt des livres que je juge très intéressants. Autrement, je ne les offrirais pas à ma clientèle. Mais ma clientèle aussi consiste... En fait, je suis aussi client de ma clientèle, car on me propose à la vente tout un tas de livres. Et vous le savez, je suis capable, en tout cas telle est ma prétention, de cerner le profil psychologique, émotif, intellectuel, voire philosophique, de certains de ces propriétaires de livres. Et hier ou avant-hier, on m'a proposé une série de livres, j'en ai retenu un certain nombre, dont un dont j'ignorais l'existence. Évidemment, le nombre de poètes, de philosophes, d'écrivains dont j'ignore l'existence est infini, est incommensurable. J'aurais même envie de dire dépasse l'entendement. Mais comme mon entendement ne se situe pas dans une sorte d'érudition impossible, parce que mon champ d'action, de connaissance, somme toute, demeure très limité, mais mon champ d'action, lui, est dans l'enthousiasme. Alors il me faut revenir à la base. Revenir à la base. Et l'une de ces bases, outre la littérature et la philosophie, c'est la poésie. Et hier ou avant-hier, vous disais-je, on m'a proposé un auteur qui s'appelle Eugenio de Andrade, je ne sais pas trop comment le prononcer. Sans doute, Michael, dont la compagne est portugaise, saura exactement bien prononcer le nom. Et donc, c'est un poète portugais, un contemporain, qui est né en 1923 et qui est mort en 2005. Je vais vous lire deux poèmes. Et ça m'a immédiatement séduit, j'allais dire saisi, et sans doute peut-être après, je vous livrerai quelques-unes de mes impressions suite à la lecture de ces deux poèmes. Alors, c'est Eugenio de André, et c'est le sel de la langue, et c'est traduit du portugais par Michel Chandaigne, et c'est publié aux éditions de la Différence dans la collection Le fleuve et l'écho. D'abord, c'est un très joli titre de collection, je trouve. Alors oui, la poésie, comme le disait Lautréamont, c'est une sorte de science exacte. Et
c'est une science de l'être. Si on veut saisir les contours de l'être, petit être, de l'être humain, je ne vais pas parler du grand être, je n'irai pas jusque-là ce soir, mais si on veut saisir le contour de ce qu'est une personne humaine, je pense que l'outil poésie est parfaitement adéquat. Eh bien, d'un côté, c'est un livre en miroir. Vous avez à la gauche le texte original portugais et à la droite la traduction. Alors, pour ceux qui ont des connaissances ou des bases en portugais, ils peuvent juger par eux-mêmes la pertinence de cette traduction, ce qui n'est pas mon cas. J'entends parler. J'entends parler de ma vocation de franciscain et je souris. Car je ne sais pas si une telle vocation n'est pas seulement un choix entre diverses richesses, comme dit Keats, de la poésie. Je suis descendu dans la rue en songeant à tout cela. J'ai traversé le jardin. Un chien a surgi devant moi, s'ébrouant parmi les feuilles de l'automne, naissant, qui dorait le sol. La musique, disons-le ainsi, à laquelle l'âme entière aspire, quand l'âme aspire à jouir du meilleur du monde, courait devant moi, montait à coup sûr aux oreilles de Dieu, avec la complicité d'un chien qui n'était même pas le mien. La vocation franciscaine. J'aurais envie de dire que pour tous les poètes, au fond, Saint François d'Assise est une sorte de frère, une sorte de référence. Ce frère mineur qui parlait aux animaux, qui s'entourait, qui parlait aux animaux et qui savait saisir, j'aurais envie de dire, la nature animale de l'espèce humaine. Car il y a en nous cette part d'animalité qui n'est pas toujours la plus cruelle, qui n'est pas toujours la plus prédatrice. Ça peut être celle aussi qui, justement, s'ébroue dans les feuilles. Ça peut être celle qui n'a pas d'arrière-pensée. Ça peut être celle qui, même dans son désir charnel, peut être pure. On jugera par là que l'animal est mu par l'instinct. Mais peut-être est-il mu aussi par le très vif sentiment d'exister, par toutes les pores de sa peau. Et Saint François d'Assise, qui était arrimé à la terre, arrimé à la base, c'est le grand vivant, au fond, Saint François d'Assise. Même s'il est allé très loin dans les mortifications, même s'il est allé très loin dans le délestage de sa propre existence, l'offrant ainsi au tout autre, ou au grand autre, Saint François d'Assise nous rappelle l'état de nudité existentielle. On est nu, on meurt nu. On traverse la vie harcelé d'incertitude. On traverse la vie avec un sentiment quasi permanent d'inquiétude, sauf au moment où on s'abandonne à la poésie salvifique, à celle qui sauve tout entier. On demande beaucoup aux mots, nous, amoureux des livres. Elles viennent de l'enfance. Elles viennent de l'enfance, ces femmes, muettes, discrètes, sans hâte d'exister. Femmes splendides, coiffées, une raie au milieu, les oreilles dégagées d'une chevelure d'ombre claire. Dans leur cœur, le monde n'était pas si petit, et ce qu'elles faisaient ne leur semblait pas une humiliation. Elles savaient vieillir avec la nonchalante
lumière des enfants et des animaux de la maison, à l'égal de la rose. Alors ici encore, le, la bonté, la nonchalance, la douceur, l'abandon, le doux abandon, propre encore à l'espèce animale, eh bien, on peut dire que certaines femmes ont cette bonté animale. Certaines femmes ont ces grands yeux translucides d'animaux nocturnes. Certaines femmes ont cette capacité, j'aurais envie de dire, presque de nous faire ronronner de bonheur à leur côté. Certaines femmes sont apaisantes. Et oui, certaines d'entre elles captent la lumière du jour, captent le, pas juste la lumière du jour, la lumière de la nuit aussi. En fait, certaines femmes captent toutes les formes de lumière, sont à la fois réceptacles et sont à la fois dons de lumière. J'ai envie de dire, certaines femmes brûlent d'un feu tranquille dans la nuit. Oui, elles viennent de l'enfance. Elles viennent du plus profond des rêves de nos enfances. En fait, je pourrais dire, les femmes sont un rêve d'enfance. Certaines femmes sont un rêve d'enfance très ancien. Presque aussi ancien que le monde. Parce que nous avons l'âge que nous avons. Mais nous avons également l'âge de l'univers. Nous n'avons pas que 61 ans et 6 mois. Nous avons 61 ans et 6 mois plus 13 milliards d'années et 500 millions d'années. On a également l'âge de l'univers. Nous ne sommes pas nés le jour de notre naissance. Nous sommes nés bien avant. Nous étions dans les plans déjà. Nous étions dans les cartons. Et certaines femmes, j'aurais presque envie de dire, sont nées même avant l'univers. Attendez. La poésie ne va pas. La poésie ne va pas à la messe, n'obéit pas à la cloche de sa paroisse. Elle préfère lâcher ses chiens aux jambes de Dieu et des percepteurs. Langue de feu du refus, chemin étroit et sourd de l'abdication. La poésie est une espèce d'animal, dans l'obscurité qui récuse la main qui l'appelle. Animal solitaire parfois, ironique, parfois aimable, patient presque toujours et sans pitié aucune, la poésie adore marcher pieds nus dans les sables de l'été. Encore ici, le poète nous invite, décidément, l'esprit animal est partout dans ces pages incandescentes. Et encore ici, le poète se fait presque animal de compagnie, j'aurais envie de dire. Et la poésie n'appartient pas aux mots qu'on aboie, n'appartient pas aux ordres que l'on donne de manière vindicative. La poésie, on la chuchote, on la susurre. La poésie, parfois même, on ne la garde que pour soi. On la garde égoïstement pour soi. Parce qu'elle crée en nous une sorte de feu sourd, une sorte de feu qui va finir par irradier les gens autour de nous par cette présence, par cet état qui nous transforme nous-mêmes en animal qu'on aurait envie de caresser négligemment d'une main,
pendant que de l'autre, on grille une cigarette, ou qu'on boit un verre de champagne, ou simplement un verre d'eau, ou simplement en se grattant les cheveux pour ceux qui en possèdent. Maintenant, les mots. Celui-ci, c'est mon préféré. Ils m'obéissent maintenant bien moins les mots. À propos de rien, ils grommellent, ne font aucun cas de ce que je leur dis, ne respectent pas mon âge. Probablement sont-ils là de leur bride. Ne me pardonnent-ils pas ma main rigoureuse, mon indifférence au feu d'artifice? Je les aime. Je n'ai jamais eu d'autre passion. Et eux, durant de longues années, m'ont également aimé. Ils dansaient autour de moi quand j'allais à leur rencontre. Avec eux, je faisais du feu. Ils nourrissaient mes jours. Mais maintenant, ils sont revêches, s'échappent entre mes doigts, glissent entre mes dents si je tente de les retenir. Ou peut-être est-ce moi qui recherche seulement les plus abruptes. Ouais, on aurait envie de dire, laissez venir à moi les mots. Hein? Alors là, c'est l'état de réceptivité absolue qui peut-être succède l'état de disponibilité absolue, peut-être n'est plus de mise lorsque nous avons accumulé trop d'expérience de l'existence. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut procéder à un délestage. Il faut procéder à une expérience d'amnésie volontaire. Il faut se débarrasser des mots valises, par exemple. Les mots valises qu'on utilise trop souvent. Les mots valises, c'est lourd à porter. Parce qu'il y a des concepts hybrides nés des mots valises. Les mots valises, on aurait envie de dire, il faut les laisser sur le trottoir ou les laisser au bout du quai. Et en fait, peut-être rêverons-nous, si jamais on atteint une sorte de félicité, une sorte de tranquillité animale encore, peut-être rêverons-nous à des mots sans mots, à des phrases sans phrases, à une sorte de silence à la fois plein et à la fois consolant. Et peut-être c'est ça aussi se mettre en état de disponibilité. Oui, on nous dit, on l'entend, on le lit, le monde est devenu indisponible. Les gens se referment sur eux. Mais peut-être est-ce la tâche du poète, et même du poète libraire, pourquoi pas, un peu d'audace, de briser cette écorce de solitude dans laquelle nous sommes engoncés, dans laquelle nous sommes carapassonnés pour vivre un peu à l'air libre. Alors, voyez cette poésie d'Eugenio de Andrade, ou Andrade, je ne sais trop, le sel de la langue, ouais, le sel de la langue. On pourrait lire aussi, on pourrait entendre aussi le sel sur la langue. Hein. C'est une poésie qui n'est pas piquante, qui n'est pas caustique, qui n'est pas sarcastique. C'est une poésie de bonté. Je pense que vous l'avez entendu comme ça, en tout cas. Et ce poète, ce que j'ai lu sur lui, j'ai lu très très peu de choses, il refusait, semble-t-il, les apparitions publiques. Et ça me fait un peu rire un poète qui... Les poètes, c'est pas comme si on les invitait sans arrêt à participer à la grande ronde du spectacle. C'est pas comme si le poète se défendait de trop d'invitations. Non, les poètes, la plupart du temps, on leur fout la paix totale. Ils n'ont pas besoin de faire tant d'histoires sur leur solitude.
l'état de solitude du poète, c'est quasiment son état naturel. Alors, mais quand même, c'est quand même amusant. En tout cas, j'ai trouvé ça amusant de dire que il vivait, pas reclus, mais il vivait loin du tumulte de la société, loin du brouhaha. Mais les lecteurs aussi, c'est comme ça. Vous savez, vous vous tenez un tout petit peu à l'écart. Et c'est important que des gens se tiennent à l'écart. J'ai envie de dire, c'est important que les gens fassent le grand écart. Échapper au vacarme incessant, permanent. Le bruit de fond. Une expression qu'on entend souvent par les temps courts aussi. Il y a in fine, qu'on entend sans arrêt. In fine, in fine, in fine. Glaçant. Ah, le témoignage est glaçant. Ça, c'est des mots qu'on entend souvent. Et on entend aussi à bas bruit. Ça, c'est un... Ouais. À bas bruit. In fine, glaçant, à bas bruit. Vous êtes à peu près certain de retrouver dans les médias français. Parce que glaçant, au Québec, on évite ça, vu le temps hivernal qui règne presque 6 mois par année. In fine, on évite aussi. Et à bas bruit, peut-être un peu trop littéraire. Mais dans les médias français, en tout cas, je suis très friand de médias français. Vous savez pourquoi, je ne vais pas vous le répéter. Eh bien, il y a des réflexions, il y a des mots comme ça qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Alors, c'est... le in fine a vraiment la cote par les temps qui courent. Alors, on va éviter de les utiliser. À demain.